Je passe la parole immédiatement sans plus attendre pour que, à minima, il dispose du même temps que vous. Aziz, si tu veux, je te donne la main. Et merci beaucoup, Bernard Delvaux. Merci d'abord pour l'invitation et puis donc je vais essayer de tenir au niveau du temps qui est imparti. Peut-être simplement préciser que mon propos sera surtout d'identifier un certain nombre d'interrogations. Je n'ai pas directement travaillé sur des questions curriculaires. En tout cas, je les ai rencontrées, si je puis dire, et je vais en présenter quelques-unes, en tout cas quelques exemples. Mais il y aura surtout des questionnements et qui feront sans doute aussi écho à ce que j'ai entendu. Je trouve d'ailleurs les deux interventions ont été très intéressantes et complémentaires. Je reviendrai peut-être une ou deux questions sur le système et notamment la formation professionnelle en Italie. Donc j'ai proposé un peu une entrée sur ce que j'appelle finalement ce que la double expérience je suis sociologue de formation, tu le disais tout à l'heure Régis, donc à la fois un rôle institutionnel comme inspecteur général, éducation, sport et recherche, mais aussi professeur des universités associées, ce qui me permet d'avoir toujours un peu une sensibilité bien sûr pour la recherche et de voir un peu en quoi ça peut nourrir aussi, en tout cas accompagner les politiques publiques. Donc la thématique, c'est plutôt ce que la double expérience sociologue et de cadre institutionnel permet finalement de formuler comme questionnement sur cette notion de curriculum en partant d'une question sur les impensés institutionnels, la question des inégalités, parce qu'il me semble que c'est quand même un sujet majeur pour essayer de voir comment les savoirs et la construction des contenus d'enseignement finalement participent à la fois de la hiérarchie des savoirs des disciplines, mais aussi d'une hiérarchie des publics, hein, en tout cas une différenciation des publics et des parcours. Donc, pour introduire mon propos, que je développerai en 3 points. Un premier point qui porte sur un peu ce que j'ai appelé un cheminement professionnel de recherche, identifiant un certain nombre de questions. Un deuxième point, c'est plutôt les interrogations à partir de ces constats. Et puis un troisième point, ce que j'ai appelé finalement les enjeux. Donc, je vais partir un peu du premier point. D'abord, peut-être un petit, j'ai travaillé sur plusieurs sujets, hein. Bien sûr la voie professionnelle, mais aussi la formation des enseignants, l'expérience étudiante, plus récemment un moment sur l'éducation prioritaire et l'école inclusive. En fait, à chaque fois, je m'aperçois qu'il y a des savoirs, on peut les appeler des savoirs, des compétences, en tout cas des éléments qui contribue aussi à produire finalement des rapports sociaux, des manières d'être au monde. Et je me souviens, avant d'avoir travaillé sur la voie professionnelle, j'avais enquêté sur, il y a longtemps, au milieu des années 90, sur l'entrée des jeunes sans qualification dans la vie professionnelle, dans une institution qui s'appelle la mission locale. Et je me suis très vite aperçu à l'époque de l'importance, de l'émergence de cette notion de savoir-être, qui amène à se poser la question de ce que ça signifie et qui, grosso modo, pour aller vite, revenait à dire, au fond, l'école forme les élèves à s'approprier ou à apprendre des choses, mais elle ne les forme pas forcément à faire face à la vie. Et cette notion de savoir-être, que je voyais déjà au milieu des années 90, elle apparaît de plus en plus aujourd'hui à travers des notions transversales telles que les soft skills ou les compétences psychosociales, à tel point qu'il y a des chercheurs aujourd'hui, pour reprendre une expression d'une collègue, parlent notamment de la tyrannie du savoir-être dans les politiques de recrutement. Donc là, on est dans quelque chose qui est qui interroge sur aussi la capacité de l'école à ouvrir et à former des citoyens éclairés, mais aussi capables de faire face aux défis d'aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième type de recherche sur le lycée professionnel. Alors, voilà, c'était un peu le domaine sur lequel j'ai travaillé. J'y travaille aussi aujourd'hui en tant institutionnel, c'est-à-dire à travers, par exemple, la mise en place, vous en avez entendu parler, notamment des groupes de travail sur la voie professionnelle aujourd'hui. Et donc, quand j'avais enquêté sur les lycées professionnels, par l'entrée rapport au savoir, je m'étais très vite rendu compte, à travers des entretiens, à travers des observations,
qu'il y avait cette distinction que faisaient les élèves entre les savoirs scolaires versus les savoirs professionnels, ou savoirs dits pratiques, l'opposition de savoir scolaire et savoir de la vie. Quelle place aussi accorder à l'enseignement général? Pour moi, c'est vraiment un sujet important et sur lequel d'ailleurs on pourrait revenir tout à l'heure. Il y a des enjeux autour de cette question-là. C'est-à-dire que finalement, on sait que les savoirs scolaires historiquement ont été construits à travers des rapports de force, à travers aussi ce qu'une société à un moment donné considère comme étant important à enseigner. Hein, et on rappelle quand même qu'un des auteurs classiques qui avait travaillé sur cette chose, c'était Émile Durkheim. Et en fait, quand on se penche sur ce que disent les élèves, et quand on se penche sur la lecture des savoirs, par exemple, j'avais été très surpris au début de mes enquêtes sur les lycées professionnels, de l'existence d'une matière qui s'appelle vie sociale et professionnelle. Et quand on se penche à l'époque sur le contenu, il y avait des contenus qui portaient par exemple sur que faire quand on a un problème avec la justice, que faire finalement la question du rapport aux institutions, la question du rapport à la loi. Et alors c'est intéressant, mais on peut se poser la question, pourquoi l'enseigner à des élèves de lycée professionnel et pas à tous les autres élèves. Voilà. Donc il y avait aussi des implicites sur la manière dont ces enseignements ont été construits. Alors cet enseignement est devenu aujourd'hui prévention, sécurité, environnement. Donc on peut aussi analyser historiquement qu'est-ce qui fait que des savoirs sont sélectionnés et visent des finalités qui ne se disent pas, en tout cas ne s'affirment pas comme telles. Et puis, bien sûr, d'autres types de recherches, notamment sur l'expérience étudiante, où ce qui apparaissait aussi, c'est cette transition de l'enseignement secondaire vers le supérieur qui mettait des élèves et des étudiants, pas n'importe lesquels, c'est-à-dire un peu plus issus de milieux modestes par rapport aux étudiants de milieux favorisés, hein, pour schématiser, par rapport à un univers dont les normes ne sont pas explicites. Hein. J'avais utilisé cette notion de forme scolaire flottante pour dire que c'est un univers moins structuré qui conduit, par exemple, des étudiants à se dire finalement, on est moins encadré dans un univers universitaire comme on l'était au lycée, et du coup, il y a un problème d'adaptation, de construction de rapports, on va dire, plus favorables à la réussite. Et un mot aussi sur voilà, le passage de la recherche vers le rôle institutionnel, l'inspection générale, que j'appellerais finalement comme une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire, là, l'expérience, comme vous le savez, l'inspection générale est là aussi, et elle a une mission qui est bien sûr une mission de contrôle, des missions aussi d'accompagnement des politiques publiques, des missions aussi d'évaluation. Et une des choses qui m'avait frappé au départ, alors il a évolué depuis, hein, puisque j'y suis depuis 2012, c'est un peu ce que j'appellerais la place périphérique, par exemple de questions qui relèvent de ce qu'on appelait entre guillemets la vie scolaire et des éducations A. Et donc tout ce qui est de l'ordre des questions aussi socialement, comme on les appelle aujourd'hui, socialement vives, apparaît comme quelque chose de périphérique et non pas quelque chose de central. Donc, à mon sens, ça devrait aussi être quelque chose de fondamental. Et donc, la difficulté aussi, autre constat qu'on peut faire, la difficulté à mettre en œuvre des réformes scolaires dont l'objectif n'est pas toujours bien explicité. On peut prendre l'exemple que j'avais aussi suivi comme des collègues de l'inspection générale, c'est la mise en place de l'école du socle. Parce que l'école du socle, comme vous le savez, oui, il y a toute une histoire, mais je ne vais pas la détailler ici, c'est une approche qui veut, en tout cas théoriquement, valoriser une entrée par finalement les compétences, les savoirs, pensées d'abord comme des entrées globales avant de les décliner par rapport à des programmes. Et d'où des questions autour de l'interdisciplinarité, d'où des questions autour des compétences avec les débats que l'on suit en France, qui sont des débats assez qui reposent aussi sur beaucoup de préjugés, par exemple la distinction entre connaissances et compétences. Bon. Et donc, les débats qui ont été suscités, je l'avais vu comme beaucoup d'autres sur, par exemple, les enseignements pratiques interdisciplinaires, hein, qui ont déstabilisé bon nombre d'enseignants, et ce qui m'amène d'ailleurs
faire une parenthèse par rapport à une des questions qui a été posée tout à l'heure, il me semble au début, sur pourquoi est-ce qu'on a un peu de mal à faire bouger les lignes. Je crois aussi que beaucoup d'enseignants, et notamment dans le second degré, ont intériorisé un modèle de la discipline comme quelque chose de constitué. Et dès lors qu'on sort de ce modèle, on n'est pas assuré de pouvoir faire face à d'autres défis. Et j'ai vu des exemples très intéressants d'enseignants qui avaient de la bonne volonté, ils auraient bien voulu faire, mais qui étaient questionnés par cette interdisciplinarité, dans la mesure où ils ne se sentaient pas à l'aise par rapport à des compétences qui les obligeraient d'ailleurs à travailler, par exemple, autrement. Hein, voilà. Et donc, sans compter aussi, il me semble qu'il y a un impensé majeur, c'est le fait que la manière dont les disciplines ont été construites historiquement et l'histoire de chaque discipline, c'est une réalité qui n'est pas forcément connue, en tout cas, qui n'est pas valorisée dans le cursus ou dans la formation, par exemple, des enseignants. La difficulté aussi à appréhender la question scolaire de manière indissociable de la question sociale. Et je pense que c'est aussi un des constats que l'on peut faire, en tout cas que j'ai pu faire, c'est que les élèves ne sont pas que des élèves. Et donc, travailler sur la question de l'enseignement et de la transmission des savoirs, leur appropriation ne peut pas se faire indépendamment de savoir qui sont ces élèves qui se confrontent à des mondes, à des façons de voir ce monde. Et donc, du coup, il y a une réelle difficulté historiquement, on va dire, implantée dans une école peut-être sanctuarisée, qui n'a pas suffisamment cette possibilité de s'ouvrir sur le monde. Alors, du coup, ça peut paraître paradoxal, mais quand on y réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a deux absents majeurs des débats sur l'école. C'est-à-dire la question des savoirs, et c'est le but évidemment de ce séminaire et ce travail, et de ces réflexions, et puis la question aussi des élèves. Ça peut paraître quand même un peu surprenant, mais ils sont souvent un peu à l'arrière-plan des questions des réformes, les questions aussi de la transformation du système éducatif. Du coup, je passe au deuxième point, qui est celui des questionnements. Et bien sûr, questionnement, cela reste ouvert. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut réguler l'action publique en entrant par les savoirs à enseigner? C'est-à-dire une réflexion sur les savoirs. Qui? Avec qui? J'ai entendu la réflexion précédente, la place par exemple des consultations des citoyens autour des savoirs pour repenser une école réellement démocratique. Et les savoirs aussi, est-ce qu'ils font système? Est-ce qu'ils sont en dialogue avec la vie des élèves? Déjà évoqué. Est-ce qu'ils apportent une appréhension raisonnée du monde? Comment, par exemple, je prends un exemple, comment enseigner les valeurs de la République sans tenir compte des inégalités réelles, qui amènent parfois les élèves à douter des principes d'égalité et de fraternité, par exemple. Je pense à un rapport que nous avions rendu, qui est maintenant en ligne, sur le respect du principe de l'application du principe de laïcité dans les établissements scolaires, où on voyait bien que d'abord la notion n'était pas bien comprise par différents acteurs, y compris les enseignants, et on voyait aussi que les élèves, et parfois même les enseignants, pouvaient vivre justement ces rappels aux valeurs de la République comme quelque chose qui relève plus de principes généraux, très vite mis en question par l'expérience quotidienne. Donc il y a parfois ces tensions qu'il faut aussi souligner par rapport à des objectifs institutionnels. Pourquoi priver des élèves? Alors, je pose des questions un peu pêle-mêle de la voie professionnelle, d'un enseignement de la philosophie, hein, par exemple. Et on sait aussi que voilà, il y a une expérimentation aujourd'hui dans les académies, mais ça ne se fait pas de façon, on va dire, systématiquement sereine, parce qu'il y a aussi des préjugés, des a priori. Est-ce qu'il n'y a pas des préjugés institutionnels partagés, y compris parfois par les acteurs de l'école, sur la capacité-incapacité à penser le monde et à faire une démarche ou une discussion, par exemple, à visée philosophique avec des élèves moins favorisés culturellement? Faut-il libéraliser aussi le choix des savoirs? Alors, je vais évidemment à la fois libéraliser le choix entre guillemets, parce que la notion de choix serait très ambiguë et il faudrait du temps pour la déterminer, des savoirs par les élèves et leurs parents, au risque parfois d'engendrer des inégalités. Hein. On voit l'exemple aujourd'hui, on le voit actuellement, par exemple, sur l'enseignement des mathématiques au lycée, un enseignement dont on sait qu'il n'est pas, et traditionnellement, il n'était pas toujours choisi pour des raisons
de passion pour les mathématiques, mais pour des raisons aussi de stratégie. Sinon, il y a le mardi. Ça ouvre aussi des perspectives, par exemple, en matière d'orientation. Autant de questions, finalement, qui amènent à se considérer que la question du curriculum, bien sûr, elle interroge l'institution scolaire, son histoire, la question des rapports de force, des hiérarchies entre les disciplines évoquées tout à l'heure, entre les acteurs, entre champs professionnels, par exemple, sur les contenus d'enseignement. Ça a été évoqué par le collègue tout à l'heure sur l'exemple italien, que je trouve très intéressant parce qu'il y a des proximités, des ressemblances un peu avec le système en France. Hein. C'est-à-dire que la voie professionnelle, même s'il y a eu des évolutions, elle continue à être considérée comme étant une voie moins noble, entre guillemets, que la voie générale ou la voie technologique, surtout la voie générale. Et la question notamment de la place, de la manière dont on construit aussi les savoirs est un vrai enjeu. Je pense à un travail qu'avait mené et qui devrait être d'ailleurs renouvelé. J'aimerais bien que ce soit renouvelé aujourd'hui par Lucie Tanguy à la fin des années 90, qui avait montré que la construction des contenus de formation, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les commissions professionnelles consultatives, où on construit notamment, c'est d'abord les contenus professionnels, donc cette construction des contenus faisait intervenir des acteurs qui étaient plus en vue et qui imposaient aussi leur vision du monde en fonction de leur parcours. Et donc, elle a montré qu'il y a certaines branches professionnelles qui étaient plus capables de porter leur voix par rapport à des besoins en matière de qualification. Et donc, on est bien, et c'est tout l'intérêt d'une sociologie du curriculum, de s'interroger sur la manière dont s'élaborent les programmes, les rapports de force et les acteurs en question. Du coup, peut-être une parenthèse, c'est qu'on voit bien que quand on aborde ces questions, la construction des contenus d'enseignement, on ne peut pas faire l'abstraction de l'évolution des systèmes, et je rebondis un peu sur ce qui a été dit dans l'intervention précédente. On voit bien qu'il y a des précarés d'une certaine manière, et de faire bouger les lignes, c'est un peu compliqué quand les acteurs qui sont censés faire bouger les lignes fonctionnent selon des modèles, on va dire, traditionnels. Et je rappelle que, par exemple, Sylvia Bicher avait soutenu une thèse qui montrait que voilà, on réussit plus facilement à changer les structures qu'à changer ou faire évoluer les pratiques, par exemple, pédagogiques, ce que dit aussi Antoine Pro, notamment dans un récent, un livre qui date de 2013, intitulé « Du changement dans l'école ». Donc, je termine un peu avec la dernière partie, ce que j'appelle finalement des enjeux. Les enjeux, d'abord, sur les finalités des savoirs. Ne sont pas toujours explicités. C'est des choses qui vont de soi. Par exemple, et là, je me suis posé cette question lors du confinement, c'est ce qu'on appelle la crise sanitaire, où le numérique est arrivé en force en disant, voilà, le numérique, c'est très bien. On entendait déjà parler auparavant, horizon indépassable, pourrions-nous dire, mais la question de l'efficacité du numérique par rapport aux apprentissages reste, de mon point de vue, posée. Hein. Et donc, du coup, la question aussi de la littératie numérique, la question aussi des inégalités, les inégalités sociales dont les usages restent encore posé, encore faut-il interroger la technologie, et on voit que c'est un enjeu aujourd'hui sur l'évolution des modalités d'enseignement et des contenus d'enseignement, enseigner le numérique et avec le numérique, c'est un sujet d'actualité qu'il faut peut-être réinterroger et peut-être à un moment donné démystifier. La question aussi de l'enseignement des arts, de la musique ou au collège ou de la technologie, qui reste bien faible quant à ses effets sur les élèves, c'est-à-dire que si on s'interroge sur la hiérarchie des disciplines, je n'ai pas utilisé par hasard tout à l'heure, c'est bien sûr une hiérarchie construite historiquement, mais un élève, quand il arrive en sixième, il découvre que, même si on ne lui dit pas, que toutes les matières, entre guillemets, ne se valent pas en termes de durée, en termes d'importance, y compris d'ailleurs en termes de choix d'orientation en troisième. L'autre élément aussi qui me paraît important, c'est qu'on peut se poser aussi la question des effets que les réformes ont sur le rapport à la formation, au rapport aux études. Et par exemple, on l'a vu avec la généralisation du bac pro 3 ans, comment la propension des élèves à vouloir poursuivre des études s'est davantage confirmée, d'autant plus qu'ils arrivent, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets, à l'heure au lycée. Donc, repenser les programmes,
en entrant aussi par ce qui relève des questions socialement vives, autour d'écologie, numérique, l'égalité des chances. Et autre interrogation qui apparaît, c'est la question des temporalités. Et quand on traite de l'école, le temps long n'est pas le temps court qui peut être aussi parfois celui des politiques, et s'interroger aussi sur les obstacles, notamment l'emprise des disciplines, le poids des structures, le fait que les enseignants, évidemment, je disais tout à l'heure, ne sont pas toujours au fait à la fois de l'histoire, de la constitution, de la discipline même qu'ils enseignent, et réinterroger aussi un certain nombre d'impensés. Par exemple, j'ai utilisé des termes depuis tout à l'heure. Je prends un exemple on va dire d'une certaine manière assez trivial, quand on parle de la bivalence. Si on prend la bivalence, par exemple, en lycée professionnel. Il y a une thèse qui va être soutenue prochainement par un collègue qui a travaillé notamment sur la bivalence des professeurs de lettres-histoire en lycée, et qui montre, au lycée professionnel, et qui montre effectivement qu'elle existe dans les textes, mais à aucun moment il ne perçoit une réflexion réelle sur ce qu'on entend par bivalence, sur est-ce qu'il y a un dialogue entre les disciplines, est-ce que la bivalence est en elle-même une spécificité ou est-ce que c'est une juxtaposition de compétences professionnelles. On voit que la question des impensés, elle reste encore, y compris quand on utilise des termes, de la même manière, on pourrait interroger aussi aujourd'hui cette notion de co-intervention liée à la transformation de la voie professionnelle. Et donc, je terminerai par deux choses. D'abord, la première, c'est de dire, peut-être qu'une des interrogations, c'est aussi de se demander si ce qui, en apparence, du point de vue institutionnel, est périphérique, ne devrait-il pas devenir central. Les questions de l'éducation aux médias et l'information, les questions aussi liées à l'orientation scolaire qui, à mon sens, devraient être davantage pensées en termes de parcours, y compris dans la construction des savoirs et l'appropriation des savoirs, dont on sait qu'ils ouvrent aussi des horizons, sur des questions de mobilité, des questions de l'appropriation de laïcité évoquées tout à l'heure. Et le deuxième et dernier point sur lequel je mettrai un petit peu l'accent, c'est cette question des savoirs ouverts sur la vie. Parce que ce qui est assez intéressant, en tout cas ce qui est très intéressant quand on fait des recherches sur l'expérience scolaire des élèves, rapport à la formation, rapport au savoir, c'est qu'on s'aperçoit souvent que la question du sens revient. Elle, bien sûr, elle n'est pas seulement à analyser sur le registre de l'utilitarisme ou l'utilité des savoirs, mais elle est plutôt analysée sur le registre de ce que les savoirs permettent de construire comme pensée dans la question du rapport au monde aujourd'hui. Et donc, est-ce que les savoirs mettent en valeur aussi la question des compétences des élèves dans leur diversité, des savoirs qui émancipent intellectuellement? Je crois qu'il y a une réflexion encore à conduire sur la notion de culture générale, culture finalement à travers le rapport des savoirs, la place de la culture dans la construction d'une pensée, quel que soit le type de formation, la culture à enseigner, et l'objectif aussi, c'est aussi réinterroger les moyens d'y parvenir. Alors c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais sur lequel on pourrait revenir si vous voulez, c'est aussi la question de la gouvernance du système, c'est-à-dire un système qui autorise aussi les acteurs à construire également, finalement, avoir une certaine modalité d'appréhension du réel à travers l'enseignement. Et on voit aujourd'hui qu'on ne peut pas aborder la question du curriculum sans interroger l'égalité des chances, l'égalité des possibles. Et pour l'interroger, il faut aussi qu'on relie me semble-t-il, la réflexion sur le curriculum avec des thématiques aussi importantes que la mixité sociale, la mixité scolaire dans les écoles, dans les établissements, pour rendre l'école un petit peu plus démocratique. Voilà, donc j'ai été assez vite, j'aurais pu parler, il y avait une autre expérience que j'aurais pu évoquer, mais je vais m'arrêter ici de façon à ce qu'on puisse disposer de temps. J'ai déjà dépassé peut-être aussi le temps qui m'était imparti. On n'en disposera pas beaucoup, mais écoute, merci infiniment, Aziz, également pour cette présentation très riche et réflexive. Alors,